Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Pour une poignée de crédit. Donc on va entamer la troisième partie de notre triptyque consacré au tournoi. Et donc aujourd'hui on va parler de l'étape suivante du podcast précédent. On a fait notre premier tournoi, les tournois nous plaisent, et après, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait après? Donc je suis toujours accompagné de mes deux collègues, donc on a Vlad. En live ce soir. Et Boogie. Salut. Donc alors, première question qu'on s'est posée, c'est j'ai envie de continuer les tournois, quel tournoi choisir? Le côté, sur le podcast précédent, on disait comment je me transforme en joueur de garage et je deviens un joueur tournoyeur. Là, c'est comment je deviens un expert tournoyeur, quoi. le rat de tournoi de base, toutes les semaines j'y vais. Non, pas à ce point-là, mais effectivement, ouais, ça va être. Du coup, qu'est-ce que je choisis? Pour le premier tournoi, on disait tournoi à la journée, c'est pas mal. Ouais, qui peut être soit compétitif, soit narratif. Enfin, Ouais. Ça dépend de ce qu'on trouve ou ce qu'on a de proche de soi, en fait. Ouais. Et plus proche de chez soi pour éviter d'avoir à Ouais, faire c'est un ça, trop ouais. gros Ouais. tournoi, quoi. Mais du coup, plus on va en faire, plus on va vouloir peut-être aller chercher autre chose. Peut-être plus de joueurs, peut-être des joueurs qui viennent de plus loin aussi pour rencontrer à nouveau de nouveaux copains qu'on n'avait pas vus dans le quartier. Et ouais, du coup, sur les différents types de tournois, en fait, quand on devient régulier, on va plutôt aller s'orienter vers les tournois, ce qu'on appelle les tournois majeurs finalement. Donc les tournois à plus 32, 60 et 128 joueurs, quoi. Ouais, sur Légion, on a quand même une scène de tournoi qui reste assez petite en nombre de tournois et en nombre de joueurs. Donc on est plutôt sur des tournois sur une journée qui vont tourner autour d'une vingtaine de personnes. Et sur 2 jours, ça va être autour de la trentaine. Après, on a l'événement qui est le CF, dont on pourra faire un petit aparté après. Mais c'est vrai qu'en gros, ça va être plutôt soit des tournois locaux à une petite vingtaine de personnes, soit des tournois sur 2 jours qui sont autour d'une trentaine de personnes. Sachant que l'Open du Nord, il y avait plus de 40 personnes. Hein. C'était 64 places ouvertes? Ouais, Non, c'est c'est ça. 48 Je crois places que ouvertes. L'année dernière, ils ont fait dans les 60, un peu moins cette année. Mais en gros, tu vois, tu as l'Open du Nord et le CF. Ça va être les deux. Il n'y a pas un truc à Lyon aussi? Wargame Day ou je sais pas quoi? French Wargame Ah, il y a Day. le French Wargame Day aussi, ouais. ouais, je sais pas comment. Et je sais pas combien il y a de Ouais. slots pour les tournois de. Je sais que de c'est un Star gros Wars truc, mais Legion. c'est trop loin, donc je m'y suis pas intéressé encore. Ouais, de chez nous, ça fait un peu. Mais en gros, oui, là, là, on va plutôt s'orienter vers un aspect compétitif du jeu, voir un petit peu comment est-ce qu'on peut essayer de s'améliorer ou de se préparer si on a envie d'enchaîner un petit peu les tournois qui sont un peu plus compétitifs. Parce qu'il y aura des contraintes qui n'existent pas dans les événements narratifs. Pour les événements narratifs, c'est différent. Et pour le coup, les événements narratifs, on n'existe pas trop à gros format, quoi. Ça va Ouais, être, tout à fait. Ouais, t'es limité quasiment au tournoi à la journée. Et il y en a assez peu au niveau du À 2 calendrier. joueurs, c'est aussi, compétitif. hein. À 2 jours, pardon, c'est compétitif. Tu voulais nous faire, Vlad, un petit aparté sur le CF? Ouais, alors je suis pas forcément la meilleure personne pour en parler. Faudrait demander à quelqu'un qui est déjà allé une fois. Je crois que vous y êtes allés tous les deux déjà. Ouais. Oui. Et, Alors, juste et on avait CF, c'est le championnat de France. Ouais, c'est pour ça. ceux qui... Et on avait Toto il y a quelques semaines avec nous, l'organisateur, il aurait pu nous en parler aussi. Que dire sur le CF de point de vue? C'est un peu un ovni le CF à ce niveau-là. C'est beaucoup de joueurs, c'est beaucoup de parties. C'est aussi pas que du jeu, il y a d'autres événements à côté, mais ça vous pourrez peut-être en parler plus que moi. Mais voilà, ça peut être une cible pour le coup. Je sais pas si c'est quelque chose que je recommanderais à un joueur pour son premier tournoi. En tout cas, c'est en termes de jeu, quelque chose de très impressionnant pour un premier tournoi. Mais par contre, pour quelqu'un qui est un vétéran, qui a déjà un petit peu d'expérience en tournoi, le CF, ça a l'air d'être vraiment quelque chose de... Ou quelqu'un qui veut juste passer la marche au-dessus, il a fait son premier tournoi ou quelques tournois proches de chez lui. Et c'est vrai que le CF, c'est un peu aboutissement, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus gros en France et même.
Même en Europe ou dans le monde, je crois, au nombre de participants à un moment donné. Ouais. Là, sur, Pour moi, en fait, le CF, ça fait partie de ces tournois où vous êtes quasiment sûr d'affronter des gros joueurs. Si vous êtes dans une optique compétitive et que vous voulez tester un peu votre niveau, voir ce que vous valez, typiquement les tournois comme le CF, c'est vraiment des tournois où vous êtes sûr de ne pas rencontrer seulement un ou deux joueurs avec de la bouteille, mais il y en a une vingtaine qui sont vraiment... Il n'y a pas que des champions de au CF, l'expérience, mais ouais. tous les champions sont au CF. C'est ça. C'est ça, ouais. Mm. Et c'est vrai que c'est une expérience un peu particulière et à part. C'est un peu par rapport à tout ce qu'on a dit dans le premier podcast, par rapport aux envies d'aller, pourquoi on irait dans un premier tournoi. Là, c'est un peu x10 ou x100, parce qu'on va avoir, je sais pas moi, une quarantaine ou une cinquantaine de tables, peut-être même plus, 60 tables. Toutes avec des décors qui sont super, avec des peintures, des conversions de joueurs qui sont aussi incroyables. Ouais, c'est une vraie fête du hobby. En fait, Voilà, pour moi, c'est une fête du hobby complète. C'est là le statut est à part. On c'est que va c'est une avoir fête du hobby. de la belle peinture, des belles figurines, des belles tables, du jeu compétitif de qualité et des événements en plus à côté. Et si vous y allez, vous avez des petits goodies en plus. Donc c'est une fête du hobby particulière. Et si vous avez envie de progresser un petit peu sur le côté compétitif, je pense que si vous avez l'occasion de vous inscrire, il faut... Si vous avez une demi-heure un soir. Enfin, le bon soir. Le soir. C'est Ouais, le ça. soir, hein, c'est pas... Si vous avez 12 minutes, pas plus. L'autre ovni, c'est TTS, Tabletop Simulator, sur lequel il y a des tournois à l'international en anglais, mais on a la chance en France d'avoir des tournois francophones avec la Star League, qui est un très bon moyen également de faire du compétitif posé devant son ordinateur. Donc voilà, TTS, c'est tout un sujet à part. Donc à moindre coût en fait, puisque tu n'as même pas besoin finalement d'avoir de figurines, du matos, etc. pour faire le C'est ça. tournoi. Il faut avoir une bécane qui le fait tourner quand même. Il faut Oui, avoir ok. le jeu qui coûte en temps normal une vingtaine d'euros et qui Oui, sont voilà. en solde à 5 euros, je crois. Ouais, c'est 5 ou 10 balles et vu le logiciel, ça... Ouais, c'est... Mais d'accord. ça mériterait presque un sujet à part entière aussi, Tableau Simulator, mais ça peut être un très bon moyen, surtout dans le cadre de la Star League, d'un tournoi avec de niveau, de faire des parties avec des figurines qu'on n'a pas encore, potentiellement avec une autre action que la sienne, pour justement progresser dans le jeu et aller plus loin, quoi. Donc avec un enjeu compétitif, mais d'une autre façon, beaucoup plus étalé dans le temps, avec peut-être moins Sur de un autre problèmes. format, Ouais, ouais. sur un autre format finalement, avec une cloque. Alors je sais pas s'il y a la cloque sur TTS, moi je pratique pas TTS. Tu peux mettre Ça la dépend cloque. des ligues, je crois. Hein. D'accord, tu peux mettre, t'as quand même un Tu système. peux mettre la cloque, tu as un système de cloque qui est plus... Alors, je vais dire laxiste, c'est pas le bon terme. On va dire plus généreux que sur... En gros, c'est assez compliqué de dépasser la cloque. Enfin, de mon expérience. Ok. Sur TTS. On a parlé de TTS, on a dit le mot exact Tabletop Simulator. Voilà, pour ceux s'il y en a qui sont intéressés. Mhm. Ok. Et effectivement, c'est un bon moyen de s'entraîner en fait, puisque on peut tester plein de compos, etc. C'est ça, si vous avez un doute sur une liste avant de vous inscrire à un tournoi et avant d'acheter pour 200 balles de figurines, bah testez-la sur le Tabletop, c'est bien. C'est ça, vous allez sur le Discord Légion FR, vous trouverez tous les jours Des gens qui veulent. jouer. Au pire, il y a Arias, Son of Safsouf, qui voudra jouer avec vous et qui vous remerciera. Mais vous trouverez toujours des gens pour jouer sans problème et tester des listes. Donc alors, j'ai fait mes premiers tournois, ça me plaît. J'ai envie de faire un peu plus de compétitif. Alors déjà, moi, j'ai envie qu'on s'attarde sur le terme compétitif. Qu'est-ce que c'est pour vous que le compétitif? Parce qu'on en a parlé un petit peu à côté, on avait deux visions. Ouais, c'est vrai que le compétitif, en fait, c'est un peu un mot valise, on met plein de choses dedans, quoi. Globalement, c'est juste les tournois qui sont avec un classement à la fin et dont le seul but du jeu, c'est de faire des parties et de voir qui gagne. C'est ça, en fait, le compétitif. Ouais, avec un enjeu. Pour moi, oui, c'est ça. Ouais. Oui, non, t'as raison. Avec un classement et une forme d'enjeu que t'as peut-être moins quand tu fais des parties hors tournoi. Alors t'aimes bien gagner évidemment, mais tu viens aussi pour. Enfin, t'as pas la même ambiance quoi. Bah, t'as pas alors, sanction, tu vois, t'as pas le côté, ça s'est arrêté, j'ai terminé à cette place-là. Tu vois, quand tu fais des tournois entre potes, voilà, tu perds, tu gagnes, peu importe. Oui, il y a Là, pas de fin, il y a pas de va début, y avoir ouais. on va faire une petite capture d'écran, tiens, hop, Ouais. sur 30 joueurs, j'étais à telle place et j'ai Pour fait l'éternité. tant de victoires, Ouais. tant de défaites. C'est quoi. figé quelque part, c'est un laps de temps donné, tu fais tant de parties, tu as un classement C'est qui est ça. donné et c'est terminé. Alors que c'est effectivement entre potes, tu m'as battu la semaine dernière, je te battrai la semaine prochaine. Ou celle d'après. Ou celle Ou d'après. celle d'après. Ça, Mais, c'est quand on joue contre ça. Mais...
Bon, pour ceux qui écoutent un petit peu régulièrement le podcast, il semblerait qu'il y ait une sorte de trauma autour de ce podcast vis-à-vis d'un certain joueur, mais on va travailler dessus, vous inquiétez C'est l'objectif caché de ce podcast, en fait, c'est d'évacuer un peu tous nos problèmes qu'on a. On perd trop souvent. Autour d'Antoine. Oh. Donc, moi, en fait, ce que je vois dans le compétitif, il y a à la fois le côté compétitif, je veux aller le plus haut possible, si possible remporter le tournoi, ou être dans le top 4, top 8, ainsi de suite. Mais il y a aussi le côté compétitif, alors, avec soi-même. Où en fait, moi je sais que quand je vais en tournoi, généralement je me mets pas forcément un objectif de podium, même si j'ai envie d'y aller, mais je vais me mettre un minimum en dessous duquel je ne dois pas descendre. Par exemple, s'il y a 6 parties dans un tournoi, je me dis que si je fais en dessous de 4-2, pour moi ça va être La chute aux ça enfers. va être la chute aux enfers, quoi. Tu vois, il y a à la fois essayer d'aller le plus haut possible, mais aussi se mettre des objectifs pour essayer de progresser au fur et à mesure. Donc pour les premiers tournois, ça peut être par exemple, je vais essayer d'avoir plus de victoires que de défaites. Une fois qu'on arrive à avoir ça régulièrement, ça veut dire, tiens, j'arrive toujours à avoir plus de victoires que de défaites. Est-ce que je peux essayer si sur 5 parties, est-ce que je peux passer à du 4-1 ? Sachant Tu que vois les progressions sont souvent assez lentes finalement, parce que plus de victoires que de défaites sur 5 parties, pour passer de 3-2 à 4-1, je trouve qu'il y a une marge qui peut être assez haute et c'est pas. Ouais, et tu peux avoir des petites différences aussi, parce que tu vois, avec le système de ronde suisse, ça va être différent, ça va être un petit peu différent si on a nos 2 premières défaites au début, ou si on a nos 2 défaites à la fin du tournoi. Tu vois, si on fait plus de victoires que de défaites, la prochaine étape, ça peut être, je vais essayer de pas perdre de partie le jour 1. Ouais, tu veux Ou dire, essayer d'enchaîner le plus tôt possible les victoires et le plus tard possible les Ça, défaites. c'est le phénomène du sous-marin un peu du coup. C'est ça, ouais. La spécialité. Ouais. Ouais. Non, pas du tout. Moi, non, je fais pas ça. Moi, souvent, je gagne ma première partie et je perds après. Alors, le sous-marin, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un joueur qui va perdre. Généralement, c'est la première partie, parce que si on perd les 2 premières, le sous-marin il s'enfonce trop dans les abysses et il explose, et c'est fini. Mais en gros, en perdant la première partie, on peut se retrouver à faire un 4-1 et avoir le même nombre de victoires et de défaites que quelqu'un qui a été jusqu'en finale et qui a perdu contre le vainqueur du tournoi. Et en fait, suivant les scores secondaires pour départager les joueurs, celui qui est finaliste, il se retrouve rarement à la 2e place du tournoi, en fait, et il va se retrouver 3e, 4e, voire 5e, alors qu'il a été jusqu'à la finale. Et pourtant, ils ont le même score de victoire Et de défaite, et on peut se dire que vu que la ronde suisse, c'est qu'on affronte toujours des gens de notre niveau, celui qui a été jusqu'en finale, normalement, il a eu un parcours plus compliqué que celui qui a perdu la première fois. Donc voilà, c'était le petit aparté. Sachant que ça va dépendre aussi des tournois, puisqu'il y a pas mal de tournois où il y a des finales fermées qui se font à Wars Légion, enfin des finales ou des top 8 ou top 4 qui sont fermées, qui empêche ce truc-là. Ouais, qui empêche ça. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, parce que il y a ce côté, ok, il y a le classement, ok, il y a les parties, tout ça, mais en fait, chaque joueur peut presque se mettre un petit défi en fait, par rapport à ce que l'événement propose. Parce que tu vois, tu disais, moi je veux faire 4-2, ou alors moi je veux perdre, mais le plus tard possible, donc je veux pas perdre mes 3 premières, par exemple. Ce genre de choses. Et le tournoi, ça te permet c'est le baptême du feu vis-à-vis de ton challenge, quoi. Ouais, c'est ça, et je pense en fait, il y a un moment, donc, il faut essayer d'aller le plus haut possible, mais il y a un moment où il faut être réaliste aussi. Tout le monde n'a pas la capacité tout le temps de remporter un tournoi. Il y a des joueurs qui vont être plus forts que nous. On peut les battre sur une partie, mais ça va être sur une partie, ça peut être plus compliqué de le faire régulièrement. Donc, je pense que, moi, l'attitude que j'ai en tout cas, c'est j'y vais, je vais essayer d'aller le plus loin possible et on va voir où est-ce que ça va être. Mais par contre, en gros, je me mets pas de limite au-dessus, mais sans me dire il faut que je gagne à tout prix. Par contre, je me mets un plafond en fait. Et sinon quoi d'ailleurs, si t'atteins pas ton objectif je suis déçu. Ouais. En fait, ça va être juste, tu vois, si je prends l'exemple ce premier et seul CF que j'ai fait, clairement, je voulais au moins avoir un 4-2, j'ai eu un 3-3. J'ai été déçu. Après, c'est pas la mort, hein. Tu vois, j'ai été déçu, voilà, mais tu t'es un petit peu roulé par terre en tapant des points quand même. Oui, c'est ça. Bon, j'ai peut-être arraché mon t-shirt et tout dans la voiture, mais bon, voilà quoi, c'est normal. Mais voilà, après, t'es déçu et ce qu'il faut voir en fait, c'est que ça fait partie. Ça fait partie de la vie de tournoyeur, sauf à être un ovni qui gagne tout le temps.
Des défaites, vous allez en avoir en fait. On va perdre. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces défaites. Tu vois, c'est si je prends mon exemple pour le CF, c'est soit me dire j'ai fait 3-3, j'ai pas eu de chance, voilà, les autres ont eu trop de chance, mais ça me fait pas progresser. Soit c'est se dire où est-ce que j'ai merdé? Est-ce que c'est dans ma construction de liste? Est-ce que c'est dans mon T0? Est-ce que c'est dans mes choix durant les parties? Est-ce que la liste que j'ai prise correspondait à mon style de jeu? Je sais que pour le CF, par exemple, j'ai essayé un style de liste un peu statique, c'est pas forcément ce qui me correspond dans le style de jeu, et je me retrouvais coincé. Enfin voilà, vous allez perdre, maintenant, qu'est-ce que vous allez tirer de vos défaites? Et c'est ça qui est intéressant finalement, c'est la progression que tu as avec, en enchaînant peut-être plusieurs tournois et plusieurs retours d'expérience de tournoi pour construire petit à petit quelque chose ça permet de voir qui te convient et qui est toujours en mouvement finalement à cause de la méta, des sorties, etc. C'est ça qui est ça permet de voir quel style de jeu convient, quel style de liste convient. Est-ce que je préfère jouer des héros solitaires ou avoir des grosses unités, enfin, quel type de scénario je préfère aussi. Tu vois, c'est peut-être que il y a des scénarios qui correspondent pas forcément à ta liste au premier coup d'œil, mais tu as l'habitude de les jouer, tu es à l'aise avec, donc tu sais que tu peux aller dessus. Il y a plein de choses là-dessus. Et moi, un truc que je peux conseiller pour faire... si on veut progresser un petit peu, donc il y a quelques années, quand j'ai voulu aller un petit peu... ça va être 36-15 ma vie, donc hashtag ma vie, pardon. Parce que je suis avec mon le vieux de génération et demie de décalage. C'est ça. En gros, je sais qu'il y a une année où je me suis dit, cette année, je vais me consacrer à fond au compétitif, je veux aller au plus haut niveau, j'ai fait des tournois internationaux et ainsi de suite. Et en fait, ce que je me suis fait, c'est que je me suis fait un petit carnet, et je listais toutes mes parties, en fait. Donc, je mettais la liste que j'avais, la liste que j'ai affrontée, comment s'est passée la partie, et qu'est-ce que je pouvais tirer comme enseignement de la partie. Donc par exemple, faut pas que telle unité se trouve en face de telle unité. Ou ça peut être soit les erreurs, soit les petits tricks que j'avais découverts dans la partie. Je me dis tiens, si je fais ça après ça, hop, ça me donne un petit avantage. Ou sur tel scénario. Ta mémoire écrite pour pouvoir. Voilà, c'est ça. Et en fait, je listais tout ça. Je mettais une couleur différente sur Vector Défaite, donc déjà ça te permet de voir comment ça se passe. Ça te fait un beau ratio, tout est rouge. Ouais, si tout est rouge, tu te dis il y a un petit problème. Mais en fait, ça te fait une petite mémoire, et en fait, il y a des choses que tu peux oublier. Toi, je vais pas me rappeler de ce qui s'est passé il y a 3 mois au cours d'une partie. Par contre, si je le note sur le carnet, en fait, je vais avoir ce retour d'expérience qui est toujours là. Et je sais que dans le podcast d'avant, on parlait de se faire une petite liste parfois en tournoi. Ce que je faisais, c'est que quand je jouais une liste, en fait, je regardais quels étaient mes retours des parties que j'avais fait avant, et je me faisais une petite liste en disant tiens, si je joue cette liste, hop, il faut pas que j'oublie de faire ça. Donc je pense que le retour d'expérience, noter ce qu'on fait, les erreurs et les belles choses qu'on a faites, ça permet de progresser comme ça. Garder une mémoire de ce qu'on fait, en fait. Et du coup, moi, je me reconnais pas forcément dans le profil de joueur que vous décrivez avec les objectifs. Moi, mon objectif principal quand je vais en tournoi, c'est m'arracher contre des mecs de mon niveau, voire meilleurs que moi, tenter de faire les meilleurs matchs possibles, prendre des défaites et des victoires, je m'en fous un peu, quoi, tant que j'ai des matchs. Et ça peut être ça aussi le compétitif, hein, c'est le côté, c'est un terrain de jeu un peu plus dur que la moyenne peut-être, mais pour s'amuser à voir ce qu'on vaut et avoir des matchs vraiment intéressants. Clairement, mais avoir des beaux matchs, quoi. Ouais, des beaux matchs, ouais. Et puis enchaîne, tu t'en fais 1, 2, 3, 4 sur ton week-end, c'est chouette, quoi. Non, mais je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais en fait, c'est pas si loin que ça. C'est juste qu'après, je pense que tout le monde en fait a envie de faire des bonnes parties, des parties accrochées. Enfin, c'est ce qu'on. On joue pour ça, je pense. On joue pour ça, en fait. On a envie de se triturer, avec le cerveau. Ça te raconte une histoire, en fait, presque. Parce que c'est tellement accroché que tu... Ouais, et puis moi, je sais que ce que j'aime bien, c'est, tu vois, il y a une... Enfin, voilà, la situation est pourrie. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai pour essayer de retourner la situation? Ouais, exactement. Je pense que ça, c'est ce qu'on cherche un peu tous, en fait. C'est comment est-ce que... En gros, on a puzzle, c'est comment est-ce qu'on va résoudre ce puzzle. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, la partie en tournoi, avec le petit truc de pression en plus, le temps un peu limité, etc., ça rajoute un petit... Et on peut rebondir là-dessus, la question du temps. Le temps, c'est une question très importante en cours de partie. En événementiel, de façon générale, on en a parlé sur tous les podcasts, là, on en a parlé.
de la création du tournoi, où il faut bien surveiller en tant qu'organisateur que les parties sont pas trop longues, etc. Jusqu'à là, on disait avant de pas trop traîner à ramasser ses dés ou quoi sur le cast. Et là, oui, effectivement, quand on est un tournoyeur, on commence mondial, quoi. De toute façon, quand on va jouer une ronde, on va avoir une contrainte de temps. Elle peut être de deux types. La contrainte la plus classique actuellement, c'est une durée de ronde. On sait qu'on a, par exemple, 2h30, c'est le plus courant. On a 2h30 pour faire notre partie. C'est qu'est-ce qu'on fait durant ces 2h30 pour remporter la partie. Et on va avoir une deuxième partie, c'est la clock, qui va resserrer encore un petit peu ce timing, parce que là, on n'a pas seulement 2h30 qui peuvent être réparties à l'extrême entre, si on joue l'un contre l'autre, Vlad, toi tu vas jouer 2 heures, moi je vais jouer une demi-heure et puis basta. Là, c'est chacun va avoir le même temps à jouer et il faut qu'on arrive à jouer dans ce temps contraint et on ne peut pas dépasser. Ouais, c'est ça. Et sur ces 2h30, du coup, le plus courant, il y a quoi? C'est en gros 2 heures de gameplay et puis il va y avoir une demi-heure pour ramasser son plateau, traverser la salle avec ses figurines, s'installer à la table, sortir son matériel. Faire le T0 qui peut être long, se mettre d'accord sur les décors. C'est ça, se mettre d'accord sur les décors. T0, c'est donc les scénarios et compagnie, pour ceux qui ne l'auraient pas. Choisir le scénario, regarder un petit peu ce que l'adversaire a si on ne connaît pas son armée. Une demi-heure, c'est pas long pour faire ça. Pour faire tout ça, ça passe vite. Un petit tour aux toilettes, manger une barre de céréales, fumer sa clope, et on n'a plus qu'une heure et demie déjà. Et justement, pour les gens qui veulent, est-ce qu'il y a moyen de progresser avec la cloque? Est-ce que par exemple il faut s'entraîner chez soi hors tournoi avec il faut s'entraîner un petit peu à jouer plus rapidement. Déjà, je pense que le premier objectif en fait, c'est jouer les 6 tours. Ouais. Alors après, pour progresser, il faut s'entraîner à jouer. Enfin, pour moi, il faut viser les 6 tours. Une partie doit se jouer en 6 tours. Donc il faut voir. Enfin, le jeu a été pensé pour être joué en 6 tours. Il faut essayer de tenir ces 6 tours. S'il n'y a pas de clock, vous pouvez encore essayer de vous débrouiller en jouant 4-5 tours, mais ça va faire une partie un petit peu biaisée. S'il y a la clock, vous serez quasiment obligé de jouer les 6 tours. Donc le premier objectif, c'est jouer ces 6 tours. Et après, oui, tu as l'entraînement. Si on prend l'exemple de la clock, par exemple, tu peux te dire, je vais me mettre, de mémoire, c'est 1h17, un truc comme ça. Tu peux te dire à l'entraînement, je fais un tour en 10 minutes. Alors tu sais que normalement les premiers tours sont plus longs et vers la fin de la partie ça va être plus rapide parce que tu as moins d'unités, moins de choix et ainsi de suite. Mais pour un entraînement, tu peux te dire quand tu t'entraînes avec tes potes, je me mets 10 minutes par tour. J'ai fini ces 10 minutes, ben tant pis, je termine pas ce qu'il y a à faire et c'est à l'autre joueur de jouer. Tu vois, ça va te pousser en fait à déjà jouer sous la pression. Parce que mine de rien, la cloque, ça peut mettre un petit aspect de pression qui va faire que si t'as pas l'habitude, tu peux paniquer et faire les... alors que si t'as l'habitude, enfin si tu t'es entraîné à avoir un temps contraint, en gros, pour faire un exemple, c'est un joueur qui a l'habitude de jouer à la cloque, il lui reste 2 minutes, il va dire ça va, 2 minutes, je suis large en gros. Large. Ouais, il me reste 2 minutes, j'ai le temps de faire ça, ça et ça, aucun problème, j'ai déjà fait, je vais pouvoir le faire. Quelqu'un qui s'est pas entraîné à la cloque, il va se dire putain, il me reste plus que 2 minutes. Vite, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, tiens, je vais bouger ça. Et jouer à la cloque en temps contraint, en fait, ça va t'apprendre à voir quels choix sont importants et lesquels doivent être faits en priorité. En gros, j'ai ça comme objectif pour le scénario. Les trucs prioritaires, c'est bouger cette unité, et lui essaye d'éliminer ça. Tu fais ça en priorité. Tu te concentres là-dessus. S'il te reste du temps pour faire autre chose, tant mieux. Mais je vais pas tirer, j'ai 3 dés noirs sur un mec à couvert dans le coin. Bah ça, je le fais si j'ai le temps et c'est tout. Alors, juste le truc que tu dis, j'ai cette unité qui va là, l'autre unité qui va là, et lui qui tue l'autre. Ça, tu sais pas ce que tu as comme ordre d'activation. Genre, tu joues pas tes unités à la suite. L'adversaire va s'intercaler dans ce plan-là. Ouais, mais je pense vraiment que c'est le côté sous contrainte de temps, que ce soit clock ou pas d'ailleurs. Quand tu es sous contrainte de temps, ça te force finalement à avoir une analyse de jeu qui est plus rapide et un peu plus efficace du coup. Et c'est ça finalement qu'il faut rechercher, quoi. Parce que tu vois, tu sais par exemple que c'est l'unité A et B qui doivent bouger. D'accord? Dans ta pioche, tu vas piocher C et D en premier. Bah, tu dis je m'en fous, hop, je passe. Tu vois? C'est ton activation, elle va prendre 10 secondes. Enfin, tu t'en occupes pas parce que tu sais que c'est pas les unités importantes. Oui, mais ça paraît tu simple quand laisses de tu côté. dis ça. Mais c'est l'entraînement qui va faire ça en fait. C'est tu repères quels sont les choix importants pour gagner la partie, tu te concentres là-dessus et le reste tu mets de côté. Si ça a aucun
En Quand vrai, t'es en fin de partie Ouais. Non, mais et c'est- qu'il te reste peu de temps, les trucs qui n'ont pas d'impact, tu les laisses de Ouais, c'est côté. ça. C'est une unité que tu pioches, dont t'as pas besoin là maintenant tout de suite pour le scénario, qui fait pas partie de ton plan de jeu. Plutôt que de piocher l'ordre, et à ce moment-là, la question que tu as dans ta tête, c'est qu'est-ce que je vais faire le mieux possible avec cet ordre-là. Ouais, c'est ça le En truc. fait, c'est pas la bonne question. La meilleure question, c'est ok, est-ce que j'ai besoin de cet ordre-là? Non. Très bien. Esquive, stand-by, à toi. Et t'attends de tomber sur les ordres dont tu as besoin. Et t'as gagné peut-être une minute, tu vois. Oui, ouais. Moi, je sais que j'ai des problèmes de clock. Parce que j'ai souvent Tu tendance à. comprends pas un peu Non. C'est bon moment. À mon âge, vous savez. Non, mais du coup, je m'adapte souvent au rythme de l'adversaire, plutôt pour les débutants. Donc, j'ai tendance à décaler, à jouer moins vite quand il y a des débutants. Et souvent, je joue pas non plus assez vite. De toute façon, quand je joue contre des joueurs aguerris à la clock. Et du coup, bah ouais, pour m'entraîner, donc faudrait que je fasse des parties où je time Sous pression, ouais. mes tours, mais plutôt des trucs à 10 minutes pour voir si Après, je suis capable tu peux faire mon T1, je le fais en 15, je me dis 15 minutes max. Tu vois, tu fais dégressif au fur et à mesure parce que tu sais que plus ça va. Oui, en général, plus c'est ça va vrai. fort. Mais si tu veux avoir un bon entraînement, en fait, faut que tu ressentes cette pression de la cloque avant le jour du tournoi. Parce que si tu arrives en tournoi et que tu n'as pas Ouais, si t'as jamais expérimenté fait, cette ouais. pression, Tu vas peut-être que tu vas très bien gérer. Hein. Ça, peut-être que tu Ça gères fait- très bien le stress. Un premier tournoi, il y avait juste un timer global de 2h30 et que après tu vas sur ton deuxième ou troisième et paf, là c'est une cloque et que t'as jamais fait. De toute façon, tu vas te rendre compte à ton premier tournoi, hein, je pense. Si jamais tu finis toujours tour 4 à la fin des 2h30, Ouais. Tu auras ton voilà. retour d'expérience en te disant là, effectivement, il faut que je joue plus vite parce que. Peut-être Et la faute son- de l'adversaire, c'est peut-être un peu la Et même. si jamais t'as pas le temps de finir, si tu sens que la ronde va pas se finir, Ouais, c'est super important. il faut le savoir en fait. Faut Ouais, il pas faut que tu être sois d'accord avec ton surpris adversaire. parce qu'il y a beaucoup de tournois, de ce que j'ai vu en fait dans le règlement, ils vont juste annoncer à une demi-heure de la fin ou à un quart d'heure de la fin, il reste un quart d'heure. Sauf que si on te dit il reste 30 minutes ou il reste un quart d'heure, si tu t'es pas préparé avant, bah, tu peux te faire avoir là-dessus parce que toi tu pensais avoir un tour de plus ou ainsi de suite. Donc en fait il faut toujours avoir un œil sur le timing de la ronde pour te dire bah tiens il va peut-être pas me rester 3 tours comme je pensais mais il va me rester qu'un tour. Donc il faut que je me positionne pour que s'il me reste plus qu'un tour, je puisse je puisse appuyer à fond pour ce tour-là, parce que je sais qu'il n'y aura pas de tour 5 ou 6 derrière. Donc il Ouais. faut se mettre d'accord avec l'adversaire aussi sur ce truc-là. Bah, et puis- Et se dire est-ce que c'est notre dernier tour, est-ce qu'on enchaîne un autre tour Ouais, mais par rapport au même, timer, même ouais. avant ça, c'est ça le truc. C'est que si Mm. tu joues, mettons, position clé par exemple, et que ton plan de jeu est celui de l'adversaire, ça va être rester loin des zones centrales. pour rusher aussi. Voilà, c'est ça. Et tu rushes au sixième. Au sixième, ouais, sauf qu'en fait, il reste que 1h10, et vous êtes toujours qu'à la fin du troisième tour. Donc tu sais qu'au sixième, enfin le sixième, il n'aura jamais lieu en fait. Ça va peut-être être à la fin du quatrième ou à la fin du cinquième que la fin de partie va avoir lieu. Donc il faut à la fin du troisième et à la fin du quatrième tour, si c'est pas encore fini, que tu sois en position pour rusher au moment du dernier Oui. tour. Mm. Et donc ça s'anticipe même avant que le timer sonne et que tu saches que c'est ton dernier tour, tu vois. Et par contre, quand la fin approche, c'est important aussi de se mettre d'accord Ouais, je suis avec d'accord le ça. joueur pour savoir combien de tours il nous reste. Ouais. Tu vois, si Oui, oui. c'est un petit peu Une fois que la fin touchy, se rapproche, il faut Ouais. voir s'il ça. reste... Parce que tu vois, c'est hyper frustrant de pas être d'accord sur à la fin d'une partie. Ouais, On parce se dit que ah bah non je croyais qu'on avait encore un tour. Il dit Ouais. ah bah non c'est terminé. Et Ouais. tu vois on n'a pas du tout le même jeu parce que lui il a peut-être rushé, toi tu il a dis, prévu j'ai pour le encore tour un 5, moi j'ai prévu pour exactement. le tour 4. Ouais. Et là quand tu découvres ça à la fin de la partie machin que c'est terminé, bah, c'est frustrant quoi si Ah tu ouais, t'es pas c'est mis nul. d'accord de vive voix. mais en avec gros, l'adversaire. c'est quand l'arbitre va annoncer il reste une demi-heure, en gros, c'est là où tu te mettre d'accord avec ton adversaire. Le coup près tombe, Ouais. mais il faut s'être préparé en C'est avance. ça. Et à ce moment-là, la décision est prise en commun. Clac, on va faire ça. Et normalement, ton plan de jeu est prêt. Parce que ça arrive, hein. Ouais, ça arrive, Même à haut niveau, quand il n'y a pas la cloque, oui, ça peut arriver qu'une partie se termine pas au tour 6. Oui. Donc là, on a fait un petit aparté sur le timing et la cloque. Je vais revenir un petit peu en amont. On va parler un petit peu de la liste d'armées. Donc ça va être la première étape. Ce qu'on s'est dit dans le podcast précédent, c'est en gros, je vais à un premier tournoi, j'y vais pour découvrir, pour m'amuser, je viens avec ce qui me plaît, ce que j'ai l'habitude de jouer. Pour vous, est-ce que cette attitude, il faut la conserver ou pas, ou l'adapter si jamais je veux pousser un petit peu plus et enchaîner les tournois? Bah oui et non j'ai envie de dire. Si tu as envie, je dirais que tu peux avoir envie de jouer certains trucs parce que ça te fait plaisir de jouer une liste de héros, une liste de véhicules, etc.
Donc un truc un peu particulier, mais toi qui te fait plaisir à jouer. Par contre, il faut sans doute avoir des objectifs en accord avec ce truc-là, quoi. Il faut pas avoir des idées. Alors, je vais prendre un complètement- exemple. Toi, tu l'as déjà dit, ton kiff, c'est de faire des listes. Ouais. Quand tu vas en tournoi, à quoi tu penses quand tu fais une liste? Moi, j'essaye de faire. J'aime bien les listes équilibrées. J'aime pas trop les spams d'unités ou sur le truc. Moi, j'aime bien pouvoir répondre à peu près à tout, mais pas, mais moyennement à tout, plutôt que spécifiquement à un truc donné, etc. Donc, Et comment est-ce que tu définis? Tu dis j'aimerais bien répondre moyennement à tout. C'est quoi ce tout? Comment est-ce que tu le définis en fait? Est-ce que tu regardes que les listes des joueurs contre qui tu joues d'habitude? Est-ce que tu vas sur ça les c'est forums? c'est Est-ce le que tu casse-tête fais- parce que je dois à la fois penser à des listes avec lesquelles je vais m'entraîner dans ma méta locale, donc qui doivent répondre à des problématiques de ma méta locale, et à la fois j'envisage aussi à la méta nationale ou internationale, enfin la tendance du moment, quoi. Et donc j'essaie d'arriver à faire coïncider ma construction de liste avec ces deux contraintes-là, ce qui est hyper compliqué avec notre méta locale. Et du coup, qui paraît des fois incompréhensible quand j'essaye de poster des listes sur le Discord ou ailleurs en me disant mais pourquoi tu fais ça? C'est inutile, c'est nul. Non, j'en ai besoin pour J'en ai besoin. Enfin, en tout cas, j'estime. Donc je pense sachez que quand Boogie poste une liste, si vous lui répondez ça, en fait, il est en boule en train de pleurer derrière son clavier. et de pester il faut contre être- Antoine en disant mais pourquoi il fait ça? Donc faut être gentil avec. Et du coup, non, après, moi j'essaie d'avoir par exemple un peu d'impact, un peu de blast ou de trucs, de sharpshooter 2. Enfin, tu vois, les trucs locaux là, actuellement, moi, les problématiques que j'ai, c'est comment je fais pour atteindre des unités qui sont à couvert. Comment je fais pour atteindre des unités qui ont plein d'armure ou des triples véhicules lourds, etc. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que si on veut faire une liste généraliste, il y a quelques cas auxquels il faut penser. Ça va être s'il y a une unité à couvert, qu'est-ce que je fais? S'il y a du véhicule en face, qu'est-ce que je fais? Ouais. S'il y a un truc rapide qui m'arrive dans les Exactement, dents, ouais. qu'est-ce que je Si fais? j'ai besoin d'aller vite à un endroit, est-ce que je peux le faire? Ou est-ce que ça va être statique? Enfin, après, il y a... Répondre aux questions de style de liste en fait sur lesquelles on peut tomber, qu'il n'y ait pas de trou dans. Oh, s'il y a 2 véhicules, je suis mort d'office, ça c'est un peu nul. Ouais. Et puis, ouais, il y a l'aspect, s'il y a des listes un peu épouvantail en ce moment, il y a quelques mois de ça, c'était la Blizzard Force par exemple. Bon, bah, ça peut être sympa d'avoir une réponse face à. On n'est pas obligé d'être très fort contre, mais il faut au moins avoir un plan de jeu pour pas être complètement démuni si on tombe dessus. Sachant que la construction de liste, donc c'est à la fois les figurines qu'on met, mais c'est aussi et surtout Les scénarios. Les scénarios. Par exemple, j'ai 2 figurines, il y a 2 tanks en face, j'ai perdu auto. Ben, pas forcément, il y a 2 solutions, c'est soit je mets plein d'impact dans ma liste pour essayer de les tomber, soit je vais prendre un petit peu de bid. Le bid Le bid. Tu vas prendre un petit peu de bide, Ouais, donc je tu prends vas un petit manger peu des de trucs bide, déjà, un peu c'est- gras. c'est, mais bon. Comment tu vas faire pour prendre un peu de bide? Donc soit je prends du bid, et Toujours pas. on avait dit pas le physique les gars, c'est dégueulasse. Donc soit je prends du bid et ça me permet de jouer les scénarios qui sont adaptés à ma liste et qui peuvent contrer quelque chose. Parce que tu risques d'être le joueur bleu. Parce que je vais être, Et en du fait, coup, je tu vais vas me dire, bah imposer tiens, je ton vais deck. essayer d'être le joueur bleu le plus souvent possible. Et si j'aime pas les véhicules, bah je vais choisir les scénarios qui Embêtent les véhicules. empêchent les véhicules de scorer au maximum. Donc c'est, comme on disait tout à l'heure, il faut savoir répondre à chaque archétype principal de liste finalement. Et si jamais il y a un archétype que tu ne peux pas gérer avec les figurines que tu choisis, il faut que tes scénarios puissent répondre à ce cas-là finalement. C'est ça, Et que tu t'assures de jouer sur tes scénarios, donc être joueur bleu, donc avoir un peu de bide. c'est ça. Et dans les archétypes que je verrai là, il y aurait donc le véhicule, la masse, parce qu'on a des listes qui arrivent avec de plus en plus d'activations en ce moment, donc il faut voir. Là, les gens s'amusent à mettre des 12, 13, 14 activations. C'est bah, j'ai ça en face, comment est-ce que je gère? Donc il y a véhicule, masse, les listes rapides qui arrivent. Quand tu dis véhicule, façon- tu veux dire armure globalement ou... Oui, ça va être armure. C'est les listes Gros avec pool de dés, ok. beaucoup d'armure. D'accord. Donc là, c'était le Dark Trooper, là ça va être le 3 AT ou même le 2 AT. En gros, à partir du moment où on va dire, il y a une trentaine de points de vie avec armure en face, comment est-ce que je gère ça? Ça va être, soit j'essaye de les détruire, soit je joue des scénars. Je joue autour, quoi. Ouais. Je sais pas si vous voyez d'autres archétypes, donc il y a le couvert. Les trucs qui rush, effectivement. Les choses qui sont dures à toucher, donc ça peut être les pikes, ça peut être la lazy walk avec profil bas généralisé, ce genre de choses. Ça peut être aussi, alors c'est un peu moins maintenant, mais les Jedi.
Ouais. C'est s'il y a un gros personnage en face, qu'est-ce que vous faites en fait? S'il y a un Vador, C'est soit est-ce que je m'en occupe, est-ce que je le laisse vivre? Moi je sais que par exemple dans Geonis, bon alors il y a Boba Fett, ça aide, mais j'ai toujours la carte de commandement de Boba Fett qui permet d'immobiliser une unité. Je sais qu'au moins c'est s'il y a un Jedi qui arrive dans mes lignes, pendant un tour il va pas m'embêter. Enfin il fera peut-être un lancer de sabre, un truc comme ça, mais au moins il y aura pas de force push, il y aura pas. Donc c'est à vous de voir, soit vous essayez de le tomber, soit vous essayez de le gérer d'autres façons, avec le suppress, avec des pions immobilisation, avec des pions poison. Enfin voilà, pareil, les gros véhicules, donc là, alors c'est pas forcément optimisé, mais il y a l'impact, il y a les pions ions qui peuvent être utilisés, enfin voilà. Faut voir comment est-ce que je peux faire. Ou ça peut être par exemple Vador Commandant, qui bouge qu'à 1, bah, ça peut être juste, s'il est en face, en fait, je vais gérer ce qui est rapide de l'autre côté, et je vais essayer d'éviter le plus vite Vador. Ça peut être aussi... j'ai des unités qui vont être dédiées pour retarder l'adversaire. Je sais qu'elles vont crever, Les sacrifices. mais Ouais. je vais les sacrifier et ça va me permettre de faire autre chose. Enfin, il y a plein de solutions possibles. Il faut trouver la vôtre, mais il faut juste vous dire, en fait, je regarde un petit peu les listes qu'il y a actuellement qui performent. J'identifie les archétypes et je me dis, comment est-ce que je réponds à ça? Quelle est ma réponse pour ça? Sur la base de la liste que je comptais jouer au début, comment j'adapte à la marge pour réussir à répondre à tous ces archétypes. Voilà, c'est ça. Sachant que pour moi, il n'y a pas que la liste adverse à prendre en compte, il y a aussi le scénario adverse, potentiellement, que tu vas te prendre dans la tête et que tu voulais peut-être pas du tout, quoi. Ouais. Qui est peut-être pire finalement que la liste. Ouais, parce que là, on a parlé joueur bleu Ouais. pour éviter les mauvais match-up, mais si tu fais le choix que Boogie évoquait tout à l'heure de jouer généraliste, donc probablement près de 800 points joueur rouge, donc probablement sur les scénarios de merde que t'as pas envie de jouer dans les paquets d'adversaires. Ouais. Par exemple, des scénarios je crois, de percée, de... Tu peux essayer d'adapter ta liste. Alors désolé, on va parler beaucoup de moi là. Mais Encore, encore. Déjà ton bide individuel. Mais par exemple, on parle de mon physique, c'est affreux. Donc par exemple là, alors c'est une liste Empire, c'est un peu plus facile avec l'Empire. Mais là, j'ai une liste à 800 points en Empire. Donc je sais qu'à 800 points, je choisirai pas mon scénar, je me prendrai ce qu'il y a dans les dents. Donc ce qu'il faut que je me dise, c'est qu'il faut que je puisse jouer à peu près sur tous les scénars. Donc je vais essayer d'avoir des unités rapides ou modérément rapides pour pouvoir faire percer, bombe et ainsi de suite. Donc pour ça, je me suis dit, j'ai des personnages, par exemple il y a Boba Fett qui va bouger vite, et au pire j'ai les Dewbacks, j'ai 3 Dewbacks dans ma liste qui vont me permettre, s'il y a des bombes, elles vont pas jouer, ils vont pas aller pour l'attrition, mais je vais les faire spur pendant 2 tours, je vais déposer mes bombes, et puis après on verra ce que c'est. Même si la solution est pas idéale, si on tombe dessus, au moins Et j'ai ça, c'est parce que toi, tu as prévu dans ta liste de pouvoir gérer un peu, d'avoir des solutions j'ai pour tous 800 les points. scénarios. En gros, j'ai 800 points, je vais me prendre ces scénars-là. Alors, il y en a peut-être un ou deux que j'arriverai pas à contrer, donc je sais que c'est ces scénars-là que je veux pas. Par exemple, otage. J'ai rien pour gérer otage. S'il y a un Jedi en face, c'est perdu. Les autres scénars, je suis ok, je suis plutôt bon. Donc je sais juste que s'il y a otage qui apparaît, qui est dans le deck adverse, mon objectif premier, ça va être de pas me prendre otage. Voilà, je sais que j'ai cet objectif-là. J'ai un scénar qu'il faut surtout pas que je prenne. Si t'es rouge, en général, tu voilà. peux... Donc celui-là, je le prends pas. Après, t'as certains mots-clés qui sont vraiment intéressants pour les listes généralistes. En Empire, il y a plein de critiques. Je sais que la liste que j'ai, je dois pouvoir générer de façon à peu près stat entre 10 et 12 critiques par tour. Crâneur. On sait que le critique, en fait, ça va te permettre de gérer l'armure, le couvert, ça peut te permettre d'éviter l'esquive aussi. Il y a des moyens comme ça qui peuvent permettre de gérer... d'être fort partout, mais d'avoir une solution au moins ok. Voilà, c'est ça. Voilà. S'il y a une solution, je vais essayer de faire le mieux que je peux avec, mais au moins je me retrouve pas le bec dans l'eau à me dire j'ai perdu, je peux rien faire. Mais du coup, quand tu choisis d'avoir une stratégie de joueur bleu avec un peu de bide, ça devient la cata quand tu t'affrontes un joueur qui a encore plus de bide que toi et qui impose un deck que tu ne voulais surtout pas avoir. Ça, c'est tout le... C'est un peu le coup de poker, alors. C'est le sel du le bide, joueur, en fait. C'est jusqu'où je descends. Le joueur bleu, c'est ça aussi. Je sais que... tu vois, avec ma liste T47, par exemple, là, il y avait plein de scénars où c'était... Mais il fallait absolument pas que je l'aie. Donc, j'avais, suivant les versions, jusqu'à 25 points en moins sur la liste. C'est quoi un bid acceptable aujourd'hui? Si tu veux une majorité, c'est quoi? C'est une dizaine de points? Même moins que ça? Une dizaine de points, normalement, t'es à peu près correct. Mais Sauf les ovnis, tu seras genre bleu, quoi. Ouais. Mais...
Après, t'avais l'OVNI qui est un peu moins présent de la Blizzard, qui faisait que eux, ils pouvaient descendre assez bas et avoir une liste Avec les changements très de points forte. récents, Mais ouais. là, c'est un peu moins vrai. Mais je pense que si tu mets une dizaine de pointes et... Toi, tu mal. mettrais Ça plus de reste 10 points pas. quand même, genre 11-12 tirage dessus. Alors honnêtement, enfin, je dis pas, j'ai pas la parole Grand maître, divine grand ou maître. ainsi de suite, quoi. Enfin, je reste un joueur moyen. Mais si je vraiment une liste axée sur certains scénarios, je mettrais 15 ou un truc. Ouais, ou t'as Tu vois, pas envie de voir histoire, certains trucs. S'il y a des trucs Tu que vas je assurer veux le coup. absolument pas voir, si j'ai envie de performer dans le tournoi, je veux pas me retrouver le bec dans l'eau parce que j'ai voulu prendre une option à 3 points qui me servira une fois sur deux et encore. Situationnel. Alors du coup, est-ce que ça sert à rien? Enfin, est-ce que on peut déduire que ça sert à rien d'avoir un bid de 5 points, par exemple? En tout cas, si tu fais un bid de 5 points, il faut pas que ce soit ton plan de jeu. Parce que c'est pas fiable. Ouais. Ouais, ok. Il vois. faut pas dire, grâce à ça, je rencontrerai Ouais, c'est ça. jamais. Parce que tu vois, c'est un peu la course au haricot. Le gars qui se dit, bah vas-y, je suis à 795, je suis tranquille, je suis joueur en bleu. En fait, non, il va y avoir des gens à 94, 93, 92, 91, tu vois. Et plus tu vas descendre, moins il y en aura. Oui, c'est une question de Je pourcentage. pense que si tu te mets, moi ce que je ferais, c'est si je suis dans les 795, en fait, ce serait pour me faire un deck pourri. Enfin, qui pourrisse la vie des gens, en fait. Oh là là, Ouais, c'est ça. le double Tu vois ça guessing. Non, mais c'est ça. En gros, c'est si j'ai un gros bid, ça veut dire qu'il y a des scénars que je veux faire à tout prix et il faut que je les ai, sinon je suis mal. Si je suis à 800, bah, je m'en fous. Alors, je suis ouais. généraliste. Enfin, hein. j'essaye d'être le Ouais, plus généraliste T'acceptes possible. d'être rouge, Si je ouais. suis à 5 ou 6 en dessous, en fait, ça veut dire que j'ai une liste généraliste qui peut prendre un petit peu tout, mais j'ai envie de pouvoir jouer certains scénars qui vont pourrir la vie de la majorité des joueurs. C'est ça. Tu cherches pas à avoir absolument ton scénar contre tout le monde, tu veux juste avoir ton scénar contre les mecs qui ont choisi d'être Alors, rouges. ça peut être scénar ou Ou des conditions qui emmerdent vraiment l'adversaire. Tu vois, ça peut. Je sais que dans les déploiements, moi j'aime bien les déploiements un petit peu écartés, j'aime bien. Disarrêt. Enfin, ouais, voilà, des choses comme ça. Dans les conditions, c'est. Bah, tu sais que dans les 800 points, il y a beaucoup de gunline. Bah, tu mets une visibilité limitée ou des choses comme ça. Ben, tu sais que ça va. Tu vois, c'est plus. Et le fait que tu aies plusieurs conditions qui va les ennuyer et qui vont avoir envie de bannir, bah, toi, ça va te donner plus de latitude pour choisir ce que tu veux. Mais en gros, ouais, moi, ce que je verrais, c'est. Tu descends très bas, c'est qu'il y a des scénars que tu veux avoir. T'es à 800, bon bah t'as blindé au max, mais faut que tu sois capable de gérer à peu près tout. ouais. Et si tu veux être un chieur, t'es Entre les deux. entre Ok. les deux, quoi. Ouais, c'est intéressant. Mais ça sert à rien, tu vois, si t'as un petit deck de chieur, ça sert à rien de descendre trop bas non plus. Si t'as pas vraiment de. Faut que ce soit impactant vraiment. Si Ouais. t'as... Ouais. Ouais. Il faut pas se priver de certains équipements, certaines options, C'est alors ça, ouais. que tes scénars vont pas être. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En Intéressant. gros, ouais, pour faire sa liste, c'est voir un petit peu quel est notre objectif, quelle est l'optique de la liste, et puis partir dessus après. Sachant qu'il y a des factions qui ont plus ou moins de facilité à faire du bid. Tu vois, République, généralement, il y a peu d'activation. Ouais, c'est. C'est, Ensuite, donc... Ouais. On a fait un gros morceau sur la liste, mais je pense que c'était important. Il y a beaucoup d'infos là-dedans. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on a pu raconter dans le podcast précédent, en termes de préparation en amont du tournoi, il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. Alors, oui, il faut bien faire sa liste, il faut faire un peu de logistique pour le matériel, les figurines, etc. Mais garde ce qu'on a dit la dernière fois. Par contre, un point sur lequel on peut appuyer, c'est qu'on a dit la dernière fois que c'était important de connaître ses règles. Ouais, c'est Mais doublement important. l'étape supérieure, en fait, maintenant, c'est faut vraiment bien connaître ses règles. Mais par contre, il faut aussi connaître les règles de l'adversaire. C'est ça. Normalement, avec les quelques parties que vous avez fait en tournoi, vous avez rencontré les cas de règles un peu tordus qu'il peut y avoir, l'arbitre vous a aidé, vous connaissez mieux les règles dans leur ensemble. Normalement, vous connaissez votre liste d'armées et ces mots-clés par cœur, mais là, ça va être aller plus loin. C'est connaître un peu les cartes de l'adversaire, et en particulier les effets qui peuvent vous prendre un peu par surprise, en particulier aux cartes de commandement. Ça va être commencer à potasser un peu les cartes de commandement des différents personnages. Ouais, ou même certaines cartes de. Par exemple, les véhicules, les transports. Si Ouais. toi t'en joues pas, tu t'es jamais intéressé à comment ça fonctionnait. Il est Par temps contre, de regarder. Ouais. parce que ça a un gameplay particulier et des règles particulières, et savoir ce que ça peut faire ou ne pas faire en fonction des mouvements que le transport a fait, bah, c'est hyper C'est ça. important dans la partie. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire exactement un speeder? Est-ce que j'ai vraiment le droit Ouais. de sortir ou pas du décor? Ouais, toutes ces questions-là. Ça peut être aussi à combien est-ce que je dois me placer d'un transport qui a une unité à l'intérieur. Ouais. C'est à quelle distance le gars en face au maximum peut faire avec son unité de corps à corps, par exemple.
est-ce que si je suis à portée 4, je suis safe, ou est-ce que je peux m'avancer jusqu'à 3, 3,5? Ça permet Mais ce que disait Vlad aussi est très vrai, c'est tout ce qui est carte de commandement. Il y a beaucoup de cartes de commandement qui vont avoir des petits effets gotcha, et ça, si on les connaît pas, ça peut... ça clairement, peut être tous les héros, en fait, tu as des héros qui ont des cartes de profil, et il y a vachement de choses La que moitié le du héros... potentiel. La moitié de la carte, en fait, ça va être... Enfin, la moitié du profil, c'est les cartes de commandement. Et Ouais. des fois, c'est plus. Des fois, il n'y a pas grand-chose dans le profil. Par contre, les cartes de commandement, elles vont être hyper impactantes. Et comme c'est la seule information cachée du jeu, Ouais. c'est compliqué d'aller au début de la partie voir son adversaire. Ah ouais, il fait quoi déjà Ouais, c'est vrai, t'as raison, Anakin ouais. Alors attends, je t'attrape des cartes, mais je te le montre pas parce qu'elles sont peut-être dans ma main, tu vois. C'est compliqué. Et effectivement, ça n'a souvent pas le temps, c'est pas idéal. Et, ouais, Anakin, c'est l'exemple parfait. C'est vrai que si tu lis la carte de profil, il s'est pas chargé, il a pas maître de la force, ok, c'est pas dingue, quoi. Ouais, l'exemple parfait, je pense que c'est les Vador et Yoda, quoi. Oui, Vador et voilà. Yoda, tu connais pas leur carte de commandement, bon bah ta partie elle est perdue. Ouais, Finalement. Vador, c'est pareil. Ouais, il y a Vador, il y a Yoda. Si tu prends Cad Bane, alors là c'est un peu moins vrai avec la suppression, Ouais. mais si tu sais pas que Cad Bane, Il peut toute sortir la d'une suppression carte, que tu lui as mis dessus, il peut le transférer sur une de tes unités, bah tu peux te retrouver un petit peu. Pourquoi con. Cad Bane il a 9 points de suppression et le mec il fait rien Je comprends pas. Tu vois, c'est plein de petites choses comme ça, donc là il faut essayer d'avoir un maximum. Si jamais vous n'avez pas le temps enfin après c'est du temps d'apprendre tout ça, il y a les applications comme DTT Army Builder, ainsi de suite. Ce que vous pouvez faire, c'est au début de la partie, vous rentrez la liste de l'adversaire dans l'application, et comme ça en cours de partie, vous pouvez checker les caractéristiques, les cartes de commandement, ainsi de suite. Ça permet d'avoir un rappel facile là-dessus. Idéalement la liste entière, c'est pratique. Parce que du coup l'adversaire, normalement c'est un prérequis en tournoi hein, d'avoir à disposition sa liste d'armée, ses cartes pour pouvoir le montrer à l'adversaire. Mais typiquement les cartes de commandement qui sont masquées, qui sont de l'information. En gros le seul moyen de l'avoir c'est effectivement d'avoir l'application qui va bien, de rentrer les héros, dedans, ouais. les héros, ouais, et de regarder les cartes de commandement. Et c'est vachement important de voir du coup celles qui sont dépensées et celles qui restent. Et puis après il y a aussi un autre côté, c'est que on part du principe qu'on est dans une partie avec Clock, le temps est limité. Si jamais vous demandez les cartes de l'autre, ça peut être pendant votre tour, donc là vous perdez du temps à regarder les cartes. Et si vous dérangez l'autre pendant qu'il fait son tour de jeu, vous lui faites perdre du temps aussi, ce qui n'est pas forcément correct. Donc avoir une appli ou enfin, quelque chose comme ça, où vous pouvez regarder quand vous voulez, Sur le temps mort. je pense que ça c'est un truc important aussi qui peut paraître un peu évident, mais si vous voulez jouer compétitif, vous réfléchissez pas que pendant votre tour, vous réfléchissez pendant le tour de l'adversaire. En gros, si vous commencez à réfléchir à vos options pendant votre tour, ça commence déjà... C'est un bon moment mal pour pour justement vous. recheck un peu. Alors déjà il a quoi? Ouais, son personnage il a quoi comme upgrade? Pendant que l'adversaire réfléchit. Si jamais par exemple au début d'un tour vous savez quelle carte de commandement vous allez jouer, si l'adversaire prend un peu de temps pour réfléchir, ça peut être le bon moment pour justement refaire des checks comme ça, récupérer l'info. Ah ouais, du coup il risque de me jouer quoi? Oui d'accord, ah, non, bon trop tard, j'ai pris mon choix. Et c'est un temps aussi, quand l'autre joue, vous pouvez essayer de savoir, parce qu'on parlait sur le timing à la fin, qu'est-ce que je vais faire avec mes unités. Alors évidemment que ça va évoluer En fonction des choix en de fonction l'adversaire. des choix de l'adversaire, mais il faut toujours vous dire, bah tiens, si je pioche lui, qu'est-ce que je vais... On a évoqué ça un petit peu. C'est la notion de comportement. L'étiquette du joueur, le beau jeu, le jeu de Le beau jeu Le beau jeu. gentleman. le beau jeu à la française. Qu'est-ce que vous pourriez dire Bah déjà qu'il y a vraiment une étiquette, que ça existe vraiment, cet aspect, le bon comportement. On peut pas arriver et faire un peu... C'est ce qui permet aussi d'avoir quelque chose qui soit agréable pour tout le monde, que ce soit accueillant pour un débutant comme pour les vétérans. Il y a une étiquette pour bien se comporter en tournoi. Et ça va être, à commencer par respecter les joueurs en face et les organisateurs, se pointer à l'heure le matin, avoir effectivement son matériel avec soi, avoir ses cartes de sortie ou un équivalent pour mettre à disposition de l'adversaire, plutôt que d'attendre qu'il vous demande au fait, est-ce que tu n'aurais pas tes cartes, lancer ses jets de dés de façon visible pour que l'adversaire puisse voir et lui laisser le temps de regarder ce qui s'est passé. Il n'est pas obligé de vous croire sur parole quand vous lancez 6 dés blancs et que vous faites 5. Hop là, Alors, ramasse pas trop vite. Un conseil, c'est enlever les échecs et pas les réussites. Ouais, Tu c'est vois, vrai, c'est un très bon... Quand on lance les dés, si on doit enlever des choses, c'est les échecs qu'on a fait. On prend pas toutes les réussites qu'on a entre les mains, parce que le joueur en face, il peut pas vérifier si c'est...
Pour les adrénalines, attendez avant de les convertir, lancez tous vos jets, gardez les adrénalines et à la fin convertissez. Il n'y a rien de pire que de convertir 3 adrénalines et puis se dire qu'en fait on n'avait que 2 pions adrénaline quoi. Mais voilà, c'est globalement bien se comporter finalement, être respectueux, pas oublier que oui ok le temps est limité mais il faut quand même prendre le temps de jouer, pas aller trop vite, bien dire ce qu'on fait. Tu parlais du jeu d'intention au dernier podcast, je pense que c'est vachement important, c'est une bonne pratique de vous commencez à faire un truc, dites ce que vous comptez faire avant d'avoir commencé à le faire. Et si vous l'avez fait, mettez-vous d'accord avec l'adversaire. Par exemple, je dis, je veux me mettre à portée 2 d'un tel. Donc on bouge la figurine, une fois que c'est fait, on check avec l'adversaire que c'est bien ça. Ouais. Comme ça, si jamais une des figurines bouge après ou pas, au moins on a checké avant, donc on peut dire, attends, désolé, on va remettre un petit peu. Ouais. J'étais vraiment à un peu plus que 2, donc... L'exemple inverse, ce qu'il faut vraiment pas faire, c'est vous comptez vous mettre à portée juste au-delà de portée 2 d'un adversaire pour qu'il puisse pas vous charger avec un double mouvement, par exemple, et vous activez en silence, vous prenez votre pion, vous le posez à côté de la figurine toujours en silence, prenez votre figurine, vous la déplacez, vous la mettez à un endroit. Ça y est, vous le savez, vous êtes à plus de portée 2. En fait, non, pas de bol, vous êtes juste un petit peu trop court et le mec peut vous charger. Et vous êtes dégoûté, évidemment, alors qu'il suffisait juste de dire « Ok, je l'active, je vais faire un mouvement, je vais me positionner juste au-delà de 2 de cette unité-là. » Clac, vous posez le petit truc avec votre adversaire, la baguette là, et c'est plié. Et quoi qu'il se passe sur la table, s'il y a un dé qui poque la figurine, qu'elle arrive, vous savez, vous étiez à plus de 2, il n'y a pas d'embrouille. Et le fait qu'il n'y ait pas d'embrouille, c'est ça qu'il faut rechercher. Et dans le côté respect de l'autre joueur aussi, je pense qu'il y a un côté important qu'on sous-estime un petit peu. Parfois, on peut s'énerver, être un petit peu expressif. Attention, le stress. Ça, faut faire attention parce que l'autre joueur... Quand on n'a pas de chance. Voilà, c'est ça. L'autre joueur en face, en fait, il n'a pas forcément à supporter ça. Et faut faire attention un peu à ce qu'on dit. Enfin, clairement, si je passe toute ma partie à dire j'ai pas eu de chance, t'as eu trop de chance... Alors déjà, je reconnais pas les erreurs que j'ai pu faire, et en plus, je jette le discrédit sur le joueur en face, en fait. Je lui dis, ta victoire, c'est rien, en fait, t'as juste eu de la chance. T'as juste fait 5 crits sur tes idées. Voilà, c'est ça. Sauf qu'on peut oublier, enfin oui, il va y avoir des cas où on va faire 5 crits sur 6 dés, sauf qu'on va oublier que 2 tours avant, le gars, il a foiré toutes ses saves, ou ainsi de suite. Donc même si on peut être en colère, si on peut s'exprimer parfois, toujours essayer d'être respectueux envers l'autre, et même si l'autre il vous a battu parce qu'il a eu de la chance, c'est pas grave, on le respecte, bien joué, il a gagné, la prochaine fois on essaiera de le battre et c'est tout. Ça veut dire du coup essayer de pas être trop mauvais perdant. C'est ça. Et ça veut dire pas non plus mettre trop la tête sous l'eau si on a gagné ou qu'on a fait 5 crits sur 6 dés. C'est ça. Ça c'est plus dur parce que surtout quand on connaît un peu les joueurs en face, parfois on aime bien se balancer des fions un peu. Franchement. C'est pour ça qu'on va en tournoi de toute façon. Tant que tu connais la personne et que c'est il y a un aspect qui est psychologique avec les copains. Mais même comme ça, parfois ça peut aller trop loin. Se balancer des fions en longueur de journée, si le mec c'est sa 3e partie où il n'arrive pas à faire ce qu'il voulait, ça peut être... Et s'en rendre compte et calmer un peu le jeu parfois, ça peut être important. C'est ça. Ouais, on joue avec l'adversaire et pas contre l'adversaire. Parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que des défaites, on va en prendre, c'est obligé. Donc, je pense que si on veut se lancer dans du compétitif, un des points importants à voir aussi, c'est comment est-ce que je gère la défaite. Parce que les défaites, on va en avoir, donc qu'est-ce que j'en fais ? Donc déjà, quand je suis à la table, j'essaye de ne pas accabler l'autre ou de ne pas pourrir son expérience du jeu. Et après, on en a parlé avant, c'est essayer de voir pourquoi est-ce que j'ai perdu en fait. C'est clairement, alors il y a peut-être une partie sur 100 où c'est la chance. Ouais, ce que j'allais dire. J'ai perdu parce que j'avais pas de chance. Non, en fait, t'as pas perdu parce que t'avais pas de chance. T'as perdu parce que tu t'es mis dans une situation où t'avais besoin d'avoir de la chance pour gagner. Tu vois ? T'avais probablement plein d'autres choix à faire que de lancer ces dés-là et de réussir à faire ce résultat. De toute façon, c'est un petit peu la base des jets de dés en fait. C'est si tu veux gagner un jet de dés, faut essayer de limiter le nombre, faut essayer de limiter l'impact des dés en fait. Le moins t'en fais, le mieux. Donc le moins tu fais de jets et le mieux tu peux t'en sortir. Et le moins de jets dangereux tu fais, le mieux. C'est ça. Donc oui, peut-être que t'as pas eu de chance sur ce jet-là, mais peut-être que cette unité, elle devait pas faire ça à ce moment-là. Peut-être qu'il fallait jouer une autre unité à la place. Enfin voilà, c'est pas la chance en fait. C'est tout bête, mais bizarrement, c'est toujours les meilleurs joueurs qui gagnent. Si c'était que la malchance, ça devrait être 55 en fait. Pendant qu'on parlait des listes, tout à l'heure, on disait si je tombe contre un truc que je peux pas tuer, je peux peut-être essayer de gagner au scénario, etc. L'exemple typique, c'est contre les trucs à armure. Si tu as une unité qui a impact 3 et il y a une caisse juste devant toi à ramasser pour gagner le scénario, si tu te dis mais juste là, il y a un tank avec 1 point de vie et si je le tombe avec une unité avec 3 d'impact, j'ai peut-être gagné aussi. Ramasse la putain de caisse. T'as pas de DHT en fait.
C'est juste gagner d'office et on oublie trop souvent, quoi. Ça fait partie des choses comme ça, de se dire, ok, d'accord, j'ai pas eu de bol sur les dés, ok, là je l'ai paumé, machin, mais qu'est-ce que j'ai fait d'autre qui m'a fait perdre ou gagner la partie? Et ça aide à pas être déçu, parce que si on a fait des erreurs, bon ok, on peut être déçu d'avoir fait des erreurs. Mais... Et des erreurs, on en fait tous. Après, le truc, c'est qu'est-ce que je fais de mon erreur, en fait. Ouais. C'est déjà, il faut la reconnaître, et après, c'est se dire, bah, si je devais rejouer la partie, bah, qu'est-ce que j'essaierais de faire pour que ça arrive pas. Alors peut-être que le plan B qu'on va faire la prochaine partie, ça va foirer. Mais c'est pas grave, au moins on a dit, bon bah A et B ça marche pas, qu'est-ce que je peux essayer de faire autrement? Et le pro tips, c'est de pas réfléchir à ça pendant le tournoi. Non. Il n'y a pas le temps pour ça. Il n'y a pas le temps de cerveau, il n'y a pas le temps tout court. Mais bon, c'est un peu difficile aussi tu peux pas prendre une partie, le résultat d'une partie, et essayer de voir tes trucs et l'adapter à la partie d'après, parce que enfin pas tel quel, parce que tu as quand même plein de variables dans le jeu de Star Wars Légion. Prendre le temps de mouliner Entre la table, la liste adverse, les scénarios, les machins, finalement l'erreur que tu as faite, tu pourras pas entre guillemets la corriger ou la voir tout de suite pour la partie d'après, ou la mettre en pratique. Oui et non. Alors il y a des choses que tu peux pas mettre en pratique tout de suite, il y a des choses que tu peux. Je sais que par exemple si je prends le CF, je crois que c'est au bout de ma deuxième partie où je me suis dit, Boba, faut que j'arrête d'être agressif avec. Ça fait 2 fois faut que j'arrête de l'envoyer devant. Ok, il s'amuse, il fait plein de trucs, mais ça me fait pas gagner la partie. Tu vois, tour 4, je me dis, Boba, il faut vraiment que j'arrête de l'envoyer devant. Tu vois, il y a des trucs que tu vois pas tout de suite, mais il y a quelques petits trucs où tu peux te dire, bon, ok, là, faut... Enfin, voilà. Oui, parce que ça dépendait que de toi, ce truc-là. Voilà, c'est ça. Boba ça, en gros, c'est devant. un personnage, si t'es trop, ou une unité, si t'es trop agressif avec, ou pas assez, ça peut être assez simple de voir, de corriger ça dans la partie. Après, l'analyse du T0 exact, savoir s'il faut tu peux changer un truc ou ainsi de suite, ça, c'est tu peux te dire, tiens, ce scénario-là, franchement, faut que je l'évite parce que je vois que ma liste, il y a un gros trou dedans. Je me le suis, je pourrais pas le gérer. Mais clairement, il y a des petits trucs que tu peux ajuster en cours de partie et il y a d'autres choses, mais qui peuvent te demander aussi du temps. Ouais. Il y a des erreurs que tu as faites que tu peux ne pas voir aussi en fin de partie. C'est dans la voiture souvent, dans la voiture du retour au débrief avec tous tes potes avec qui tu as été, tu dis ah mais oui, mais c'est bien putain, sûr. Pourquoi j'ai pas fait ça? Mais c'est bien sûr. Donc voilà. Sinon, pour ce qui concerne le jour J, après ça va être les conseils un petit peu bateaux, comme bien dormir, mais une fois sur deux on n'y arrive pas. Manger 5 fruits et légumes, voilà, c'est ça. C'est bateau, mais la fatigue. Alors, moi, il y en a un, c'est s'hydrater. Donnez de l'eau à votre cerveau. Vous avez besoin de lui il a besoin d'eau. Lui de l'eau. On l'oublie, mais c'est souvent des salles dans les tournois qui sont bruyantes, qui sont souvent bien chauffées, trop chauffées. Faut boire de l'eau. Moi, je sais que je descends des fois pas loin d'1 litre par partie, quoi. Pareil, quand il y a des pauses, vu que l'environnement de la salle, généralement, ça peut être sympa d'aller voir les copains, les parties, ou voir un futur potentiel adversaire, voir comment ça se termine et tout. Ça peut être super bien aussi de juste aller dehors, avoir un petit peu de calme, prendre de l'air frais. Un petit bol d'air frais, vrai que... Juste se recharger un petit peu. Ce que vous verrez de 5 minutes d'une partie, Et puis, faites du bien à votre corps de façon générale, donc dormez bien. Manger bien, c'est mieux, parce que si vous avez l'estomac un peu fragile, que vous avez fait un 2 Mac le vendredi soir, que vous refaites un sandwich ou je sais pas quoi, que vous refaites un 2 Mac le samedi, le dimanche ça va être compliqué, quoi. Donc si vous savez que ce qu'il vous faut c'est une barre de céréales, prenez une barre de céréales. Si vous savez que vous encaissez pas la boisson énergétique, n'en prenez pas, etc. Là on est dans les sportifs de haut niveau là. C'est un peu ça, finalement. Après, si vous faites du covoiturage, assurez-vous de ne pas être avec quelqu'un qui va être dans le putain de top 8 et qui va commencer ses parties 1 heure avant tout le monde. C'est bien vos amis. Donc faites une voiture de top 8 si vous voulez faire du top 8. Si vous voulez, vous levez tôt le dimanche. Et rentrez 4 heures plus tard le soir. Voilà. Mais voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Enfin voilà, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Si, peut-être au niveau de l'arbitrage. On a parlé pas mal de l'arbitrage dans le podcast précédent en disant que l'arbitre c'était votre ami et compagnie. Lorsque vous commencez à faire pas mal de tournois, il y a un risque qui est de vous commencer à avoir des certitudes sur les règles. Et l'arbitre n'est pas d'accord avec vous. Nouvelle règle. C'est un peu ça. Parfois, c'est l'arbitre qui a tort. Mais l'arbitre a toujours raison. Voilà. Donc voilà, il y a cet aspect un peu difficile à gérer. Où vous êtes là, putain, je suis en train de jouer ma partie sur un truc, je sais que j'ai raison et l'arbitre me dit que j'ai tort.
Au niveau tension, au niveau stress, en général, là, bah, ça explose parce que vous allez prendre 10 minutes à régler le problème. Et il y a un choix à faire. Soit vraiment, c'est l'arbitre a toujours raison, soit vous êtes capable en 10 secondes, 15 secondes de choper votre téléphone, d'aller choper la règle ou le machin et lui dire non, non, noir sur blanc, regarde, c'est pas ça. Si c'est vraiment moins d'une minute, vous pouvez le tenter, tant pis, allez vous expliquer avec lui, mais après la partie. Et au calme, vous dites non, écoute, regarde, on a dit ça, mais en fait, et c'est pas grave, peut-être que ça va vous coûter votre partie, peut-être que ça va même vous coûter votre tournoi si vous comptiez le gagner, mais ça fait partie du jeu, des risques, on va dire, parce que personne n'est parfait à ce niveau-là. Ça peut vous arriver que vous plantiez, ça peut arriver à l'arbitre aussi. Et du coup, à l'inverse, même quand vous commencez à avoir des certitudes, parfois c'est l'arbitre qui a raison et pas vous. Et il faut savoir s'écraser un petit peu aussi. Et là, même chose. Si en une minute vous pouvez aller check et vous rendre compte que vous aviez tort et c'est bon, l'arbitre a raison. Fluidité et il faut pas s'arrêter, quoi. Ouais, bah oui, moi j'ai plutôt tendance aussi à considérer que même s'il se plante l'arbitre, c'est pas grave. Son objectif à lui, à l'arbitre, c'est de trancher un litige, quel que soit, même s'il se trompe dans sa décision, ça, il doit faire continuer la partie en fait. C'est ça, le truc. Et il faut arriver à passer au-dessus de ce truc-là. On peut argumenter un petit peu, mais il faut savoir quand s'arrêter. En gros, c'est si on. Partie de l'étiquette, quoi. C'est si une fois, alors il y a un problème sur un point de règle. Si on a montré le point de règle dans le livre de règles et que l'arbitre vous donne toujours tort, en fait, c'est mort, quoi. Enfin, voilà, c'est ça, ça sert à rien. Il faut l'accepter, et puis il faut passer. On l'accepte, et puis. Comme tu dis, une nouvelle règle et tu finis ton avec cette nouvelle règle, quoi. C'est ça, hein. Et après, ouais, si tu arrives par contre à faire progresser tout le monde après le tournoi ou après la partie en allant checker un peu plus profondément avec l'arbitre le truc, et puis. Ça arrive, hein, pour le coup, tu vas voir l'arbitre après, tu lui dis au fait, le point de règle qu'on a vu tout à l'heure, je crois que tu t'es planté, regarde la règle, je l'ai là sur le téléphone, et il va faire ah ouais, ok, désolé, du coup, la prochaine fois. Oui, de toute façon, l'arbitre, lui aussi progresse, hein, il peut pas tout connaître. Ça n'existe pas. C'est vraiment de prendre une décision et de fluidifier le truc au maximum. Mais... Et puis, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est grâce à lui, à tous les orgas, que vous êtes là et que vous pouvez faire le tournoi aussi. Donc, tout le monde est failli. Enfin, est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez rajouter ? La prochaine fois qu'on se croise en tournoi, laissez-nous gagner, s'il vous plaît. Quoi ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Si, il y avait un truc qu'on s'était dit, c'était peut-être, je sais pas si ça fait partie de l'étiquette ou pas. Ouais. De nous laisser gagner, si, je pense. Ouais. Ça, et est-ce que ça se fait de dropper, ou est-ce que drop ou pas drop ? Ouais, c'est vrai, la boîte de Pandore. La boîte de Pandore. C'est reparti pour un quart d'heure. Bon, alors c'est un petit bonus. C'est un bonus. En tournoi, est-ce qu'on drop ou est-ce qu'on drop pas ? Alors, contexte. Dropper dans un tournoi, ça veut dire en gros quitter le tournoi. Ça peut vouloir dire deux choses d'ailleurs. Ça peut vouloir dire quitter sa partie, donc en fait on concède sa partie. Est-ce que ça se fait déjà en étiquette ? Première question. Bon, si quelqu'un a envie d'abandonner la partie, ça peut être parce que il prend pas de plaisir ou il voit pas de solution. Enfin, il y a pas de problème, dropper, c'est concéder la partie avant la fin du temps ou avant la fin du T6, quoi, finalement. C'est ça. De toute façon, pour ton adversaire, ça n'a pas trop d'impact. Le pire, c'est que lui, il gagne, donc généralement il est content, et en plus, il va avoir plus de temps pour se reposer ou faire autre chose. Gagnant-gagnant. Ouais, et puis il y a des fois où tu vois que tu vas pas pouvoir revenir de toute façon. Ouais. Le seul cas où c'est pas dans l'étiquette, c'est si on drop exprès pour faire passer quelqu'un devant au classement, ainsi de suite. C'est vrai. Ouh là là, là, ça s'appelle de la triche et c'est totalement différent. Ouais, c'est ça. C'est si je tombe contre Boogie et que je dis bah vas-y Boogie, t'as de meilleures chances que moi d'aller en finale. Vas-y, je te laisse ma partie. Et c'est la vérité. Ouais, t'as bien besoin de ça, c'est ça. Je sors un billet de 50 €. Donc hors cas de triche, mais qui est vraiment particulier, pour moi ça me pose pas de problème que quelqu'un abandonne une partie. On est là pour prendre du plaisir en fait. Si tu t'amuses pas dans une partie, ou si t'as aucun espoir de revenir. Autant aller boire un coup avec ton adversaire ou aller prendre c'est ça. Si tu penses que le résultat ne peut pas changer entre maintenant et la fin de la partie parce que t'as plus rien. Après, faut pas abandonner trop vite non plus. Une partie, ça a souvent des rebondissements. Voilà. C'est plus à la fin, si vous voyez que là, il reste un quart d'heure pour faire les procédures pour finir la partie. Non, c'est bon, maintenant. Ouais. Et du coup, la deuxième définition de dropper, c'est genre quitter le tournoi. Ouais, dropper le tournoi. Dropper le tournoi. Et là... On n'est pas d'accord avec Vlad. Ah ouais. Enfin, oui et non, en fait. Tu veux commencer ? Alors, ça va dépendre du type de tournoi. Mais pour le type de tournoi qu'on a en France, en gros, on va avoir deux choses. Il y a l'événement type convention qu'on voit plus aux États-Unis, où là, il y a 20 millions de joueurs, il y a des systèmes d'élimination de journée en journée. En gros, il faut tant de victoires pour passer au jour 2, tant de victoires pour passer au jour 2. Tu drops, ça n'a pas trop d'influence. Par contre, pour les types d'événements qu'on voit en France,
Pour moi, abandonner le tournoi, en fait, bah, ça va avoir un impact sur un autre joueur. Parce que généralement, on est en nombre pair, donc ça veut dire qu'il y a un joueur, en fait, qui va se retrouver sans adversaire, et bah, qui n'a rien demandé, mais en fait, qui va se retrouver à pas jouer et à perdre une partie de Wii. Donc pour moi, même si on est déçu, par respect pour les orgas, parce que ça va mettre les orgas dans la merde aussi, et pour bah, le joueur qui n'aura pas de partie, bah, on continue quand même. On est d'accord, exception, cas de force majeure. Oui, bien Bah sûr. oui, non, mais c'est sûr. Voilà. Et puis, d'accord. Bah, en fait, je pense qu'on n'est pas d'accord que ça. Parce que moi, je suis un adepte des drops, non pas parce que j'abandonne tous les tournois en plein milieu parmi ceux que je fais, mais du coup, j'ai fait pas mal dans d'autres jeux de format convention. Et bah, le concept, effectivement, c'est de dire il y a l'événement principal, le tournoi principal, et il y a souvent d'autres choses à faire à côté. Donc en fait, les gens qui vont quitter le tournoi, c'est pas pour rentrer chez eux ou quoi, bien qu'il doit y en avoir certains, c'est surtout pour peut-être enchaîner un autre tournoi qui commençait à 14h le même jour. Ouais, parce que Ou, dans les mini-conventions, en fait, ou dans les conventions, tu peux avoir 2-3 tournois par jour, Ouais, avec c'est des ça. formats différents, ainsi de suite. Donc, c'est classique, en fait, quand tu vois que tu n'as plus de chance de gagner, en gros, Voilà. ou que tu n'avances pas, tu abandonnes pour aller dans un autre événement et ça tourne. Imaginez-vous un tournoi majeur, je sais pas, 128 joueurs, vous avez perdu vos 2 premières parties, vous n'avez plus aucune chance de finir le tournoi alors que c'était votre objectif dans le top 4 ou dans le top 8. Mais bah, en fait, c'est cool parce que vous allez avoir le temps du coup de faire le petit événement narratif qui est en parallèle. Bon, bah, dans ce cadre-là, du coup, le drop c'est complètement ok, je pense qu'on est d'accord. Oui, parce que même le joueur qui se retrouverait sans partie, il a aussi la possibilité à son tour de dropper voilà, pour se c'est ça. rejoindre à un autre tournoi qui serait peut-être plus intéressant et plus d'enjeux. Mais en fait, je pense qu'on se recoupe là-dessus. Ouais. Faut voir ça avec l'organisateur finalement, voir si l'orga est ok ou pas avec le fait de lâcher le tournoi et a prévu quelque chose ou pas pour accompagner ça, quoi. Faut pas qu'il y ait un joueur qui se retrouve le Faut bec pas dans qu'il l'eau. soit sur le carreau. Ouais. Enfin voilà, c'est ça. C'est juste Faut le avoir, truc. faut avoir un joueur fantôme au c'est la carré. notion de c'est ça, respect c'est qu'on que- avait tout à l'heure. Alors, il y a une notion de respect, mais aussi côté orga, de toute façon, on essaye en général, quand on est orga, je pense, d'avoir sous la main un joueur fantôme Ouais, mais si. qui peut pallier, parce qu'en fait, on peut avoir un problème mécanique, on peut avoir vraiment plein de problèmes logistiques qui font que ça t'empêche d'être à l'heure pour commencer ta première ronde, voire même ta matinée, voire même toute la journée, et puis du coup tu peux être là que le lendemain, et il faut bien pouvoir pallier si tu peux, en tout cas, à Ah oui. ce truc-là. C'est pas toujours possible, hein, mais... On en avait parlé, hein, en tant qu'orga, t'as envie d'avoir ça, mais c'est pas toujours possible. Non. Mais sur un gros événement, t'as vraiment envie d'avoir ça. Puis après, même si tu es très déçu sur une partie, moi, tu sais pas, peut-être que la partie d'après, tu vas tomber contre un mec super sympa, il Ouais. va se passer des choses qui vont te rebooster et te partir, quoi. Mais, ouais. Oui, dans l'idée, moi aussi, je préfère que les gens ne droppent pas par respect, pour pas mettre ni l'orga dans la merde, ni un autre joueur Ouais. qui a peut-être fait pas mal de kilomètres. minimum, pour jouer et c'est qui peut demander, surtout ouais. à ne rien faire pendant une ronde. Tu vois, par exemple, si je viens de Toulouse, que je viens de faire un tournoi à Paris, et que je me retrouve finalement à faire plus que 4 parties à la place de 5 Alors, parce c'est qu'il y a sûr. quelqu'un qui a droppé, Oui, c'est pas très sympa. c'est pas très sympa. Cool. Mais ouais, voilà. Si jamais vous avez un coup de mou, vous avez envie de dropper, le truc, ce serait de demander à l'orga si parlez-en à l'orga, plan B, ouais. si c'est OK. Et sinon, bah, prenez un petit peu sur vous, et puis bah, la flamme peut revenir. Donc ça fait partie de l'étiquette, du coup. Ça Ça raccroche fait à partie de l'étiquette. l'étiquette. Le beau jeu à la France. Ok, bon. Ok, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait dire. Si vous pensez à autre chose, n'hésitez pas à le laisser en... Si vous pensez qu'on a dit des grosses conneries aussi, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Salut! Allez, salut! Bye bye. Ho!